Bonsoir, mesdames et messieurs, merci d'accueillir Joël Cohen. Bonsoir Joël Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Et grand merci encore une fois de votre présence. Après un film, No Country for Old Men, je disais en introduction, un film de 2007. En fait, j'avais pensé à une question avant de revoir le film, pour commencer, avant de revoir le film avec tout le monde, mais en voyant le film, à nouveau encore avec cette salle, je me suis dit quelque chose d'un peu, vous me direz si c'est une question absurde ou pertinente, mais je me disais, ça n'a pas dû être une partie de plaisir que de filmer ce film. Je me disais que ça a dû être au sens où ça a dû être peut-être un tournage dur, éprouvant pour vous, cinéastes, fatigant. Peut-être que, je me disais, quelqu'un dit dans le film It's a country hard on people, c'est un pays dur, mais je me suis dit que peut-être pour vous aussi, qu'est-ce que c'est pour vous le souvenir de ce point de vue-là, de ce tournage? It was fun to make this movie. The biggest anxiety we had, the part that wasn't fun, was before we started shooting, the countryside was this beautiful, dun-colored landscape with very little color and very little green. But we were right before the rainy season. And when it rains in West Texas, it only needs a little bit of rain, and all of a sudden, everything becomes very green. And we didn't want it to be green. So we were very, very nervous about the weather. We didn't want it, we didn't want any rain, we didn't want any weather, and weather was coming in, and we were sort of biting our nails about that. But we were lucky, because it didn't. And it looked the way we wanted it to look. That was really the only anxiety in the movie, was weather anxiety. Non, en fait, ça a été une partie de plaisir. La seule partie un peu moins plaisante, c'est que avant le tournage, juste avant le tournage, on avait choisi donc la campagne texane avec très peu de couleurs, des couleurs assez fades, peu de verdure. Mais quand il se met à pleuvoir, à un moment, il suffit de quelques gouttes de pluie et tout verdit d'un seul coup. Et ça, c'est vraiment ce qu'on ne voulait pas. Donc j'étais un petit peu angoissée par le temps, mais on a eu de la chance et ça ne s'est pas produit. Donc en gros, ma seule angoisse a été météorologique finalement. Quand on revoit ou quand on découvre ou qu'on revoit le film, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses par lesquelles on pourrait commencer. On a presque l'embarras du choix. Les rebondissements, les personnages, les paysages, les dialogues aussi qui sont à la fois des indices et des énigmes. Le mélange entre la drôlerie de certaines situations et l'horreur absolue. Ou le sens finalement de ce carnage. Mais je me disais aussi que peut-être quand vous avez lu le livre de Cormac McCarthy, peut-être que la première chose qui, je ne sais pas, c'est une hypothèse qui a retenu votre attention, c'est l'étonnante structure du roman. C'est-à-dire que c'est quand même l'histoire de trois mecs qui passent leur temps à des rythmes différents, à se courir après, sans jamais vraiment se rattraper. Et que ça, dans le roman, cette forme de narration, cette architecture, est-ce que c'est ça qui, en tant que cinéaste, a semblé pour vous un défi? Ou est-ce que c'est encore autre chose qui vous a attrapé dans ce roman? Well, that's a really interesting question, actually. And here's the strange thing, which is
I didn't know, we were sent the novel by the producer in galleys before it was published. And Ethan and I read it and thought, unlike a lot of other Cormac's books, this is really could be a movie. What I didn't know until about 2 years ago is that Cormac wrote it originally as a screenplay before he wrote it as a novel. He wrote it as a screenplay and then threw the screenplay away and rewrote it as a novel. I didn't know that when we were making the movie or when we were writing our own screenplay. But it makes a lot of sense in retrospect. So you're right about the structure of the novel and the nature of the novel, I think, lends itself, and I thought at the time, more to adaptation than any of his other novels. Oui, alors c'est une question très intéressante, d'autant plus que j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. C'est que, par exemple, quand on m'a envoyé le livre à lire, avant que je décide de le publier, j'ai trouvé que ce livre se prêtait spécialement à une adaptation cinématographique. Et ce que j'ai su seulement il y a à peu près 2 ans, c'est qu'au départ, Cormac McCarthy l'avait écrit lui-même sous forme d'un scénario et qu'il avait ensuite réécrit comme un roman. Mais avec le recul, c'est vrai que quand on y pense, c'est tout à fait logique. C'est pour ça qu'on a cette sensation que c'est spécialement propice à faire un film. Et à la fois, c'est presque un scénario, comme vous le dites, et en même temps, quand on lit le roman, il y a quand même, entre autres, j'imagine, une dimension qui a dû vous paraître insoluble. C'est-à-dire que le personnage du shérif, le shérif Bell, dans le roman, il y a des chapitres régulièrement qui lui sont consacrés à ses, on pourrait presque dire, c'est des pages de son journal intime, ses ruminations, et je me disais, du point de vue strictement de l'action, on pourrait lire le roman en sautant ces pages. Et est-ce que vous avez eu cette tentation au moment de l'adaptation, disant non, ça c'est trop compliqué, on peut s'en passer, ou au contraire, c'était là qu'était l'enjeu? No, you're absolutely right. That nature of those sort of first-person narrations in the novel were the one aspect of it that seemed to be a puzzle in terms of how to adapt it. We ended up using some of it by incorporating that into dialogue in scenes that weren't actually in the novel, right? So we put a lot of that first-person narration, which begins those chapters, into dialogue in the novel. That was the one problem with the adaptation. The other problem, or challenge I should say, is that the character of that's played by Javier Bardem in the novel is not described in any way. He's never described what he looks like, never described what he wears. Even his name is foreign sounding, but from where? You know, it's unclear. And in fact, the only description in the novel is the way he smells, which doesn't really help us when we're making a movie. So we had to, by physicalizing the actor, we had to make our own choices about that. And later on, I asked Cormac about that, and he said, "Yeah, it's not. I didn't want to describe him at all. I didn't want to do that. He wanted it to be that sort of foreign and otherworldly." But so we had to, you know, the clothes and the haircut and all that sort of thing were just things that we had to decide on.
Oui, vous avez raison, puisque dans la nature de cette narration à la première personne, c'était le seul aspect qui a été, pour nous, qui représentait un petit peu une énigme à adapter. On l'a utilisé un petit peu en intégrant des dialogues qui étaient tirés de ces moments-là dans des scènes qu'on a ajoutées, qui n'étaient pas dans le livre. Donc ça, c'était le premier problème. Et l'autre défi, je pourrais dire, c'est que le personnage joué par Javier Bardem n'avait aucune description dans le livre. Il n'était pas du tout décrit physiquement, son allure, son habillement, voilà, sa façon de s'habiller. Même son nom sonne un peu étrange, mais on ne sait pas d'où il est. Tout ça est très mystérieux. Ce qui veut dire que il a fallu qu'on fasse des choix de nous-mêmes. La seule description qui est dans le livre, c'est son odeur, ce qui ne nous aide pas du tout au cinéma. Donc voilà, c'était à nous de l'incarner, de lui donner des caractéristiques physiques. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé à Cormac McCarthy, il m'a dit que oui, effectivement, c'était volontaire, il ne voulait pas vraiment le définir. Il fallait qu'il paraisse un petit peu comme venu d'un autre monde, finalement. Donc, et tout ce qui est la coiffure et son allure, c'est nous qui l'avons ajouté. Alors, on va revenir sur le personnage d'Anton Chigurh, parce qu'évidemment, il est presque sans doute une des raisons pour lesquelles le film a tant surpris, étonné, marqué les esprits. On va revenir sur lui, mais quand même, sur la structure du roman, je me disais, cette histoire des poursuivants poursuivis, de ceux qui se courent après et qui ne se rattrapent jamais complètement. En fait, Moss, le fugitif, et Chigurh, son poursuivant, ne s'affrontent, et encore de nuit, qu'une seule fois. Quant au shérif, il ne rencontre jamais aucun des deux. Est-ce que l'une des raisons, peut-être, pour laquelle il n'y arrive pas, c'est parce que Dieu que ça a l'air grand, le Texas. Oh, right. Yes. I mean, one of the very interesting things about the novel is that it's about three men circling each other, but never really meeting. That was one of the things that I immediately thought was interesting about it. I mean, just from the point of view of a story and making it into a movie. There's a scene where they almost meet, where they almost meet face to face. That scene, well, I'll tell you a story about that scene. I had never met Cormac McCarthy while we were writing the screenplay or for most of the shooting of the movie. And one night, he came to the set. I wasn't expecting him, with his son, an 8-year-old son, and introduced himself. And I said, well, you know, Cormac, it's very interesting that you came tonight because we're shooting a scene that isn't in the novel. And he was so gracious about it. He was really great about it. He said, well, that's so much more interesting to me. He was, he meant it. It was quite genuine. But that scene that I was talking about, that we were shooting, is the scene where they almost meet, where they just miss each other. You mean the sheriff? Yes, the sheriff and Chigurh. No, not the sheriff and Chigurh, but out on the street where the car gets shot up and Moss almost confronts Chigurh. That's not exactly in the novel. There's a scene like it, but it's a group of Mexicans. It's not Moss, right? But we wanted them to almost meet and then just cross, right? And that was the scene that wasn't in the novel, and we explained it to Cormac. And one of the great things about him, I mean, he's a great guy, and one of the great things about him was it was very generous, him saying, not feeling that anything had been misappropriated, or that we had to be doing it exactly the way it was in the novel. And he was interested, so. But it's interesting that you mentioned that because that happened. Oui, dans le roman, c'est ce qui m'a tout de suite intéressée et captivée. Effectivement, ce sont ces trois hommes qui se tournent autour sans jamais se rencontrer. Et à propos de cette scène où ils se rencontrent presque de nuit,
j'ai une petite anecdote, puisque en fait, Cormac McCarthy, que je n'avais pas rencontré du tout au cours de l'écriture et jusque-là pas pendant le tournage, est venu un soir sur le tournage à l'improviste avec son fils de 8 ans. Et il s'est présenté à moi et je lui ai dit, ah ben, c'est intéressant que vous soyez venu ce soir particulièrement, parce qu'on tourne une scène qui n'est pas dans le roman. Il a été assez classe parce qu'il a dit, ah ben, je trouve ça beaucoup plus intéressant justement. Et c'était, je pense, sincère. Et donc cette scène dont il est question, c'est donc cette scène où Moss et Shiger s'affrontent en fait un peu derrière une voiture. Ils sont pas tout à fait en présence l'un de l'autre, et dans le roman c'est un petit peu différent. Ce n'est pas Moss à la place de Moss, ce sont des Mexicains. Mais en tout cas, Cormac McCarthy a été particulièrement généreux, puisqu'il n'a pas eu d'ego par rapport au fait qu'il fallait reproduire exactement le roman dans le film. Le film dans l'histoire du cinéma auquel on peut penser, et qui est lui un véritable western, où effectivement, là aussi, il y a un poursuivant et un poursuivi, et où le rythme est tel que d'une certaine manière, ils ne se rattraperont jamais vraiment, c'est le film de Sam Peckinpah, Pat Garrett and Billy the Kid. Parfois, on pense dans ce trajet à ce film de Peckinpah. Mais encore une fois, sur le Texas, dans quel Texas vous avez tourné ce film-ci? Parce que je pense que c'est pas le même Texas que celui de Blood Simple, votre premier film. Donc c'est où ça, cet endroit interminable, si je puis dire? Surtout au début. Yeah, the film is, I mean, the book is very specifically set in a part of Texas, and the film was shot mostly in this very particular part of Texas, which is West Texas, very different from Blood Simple was shot in Austin, Texas, which is sort of East Central Texas. Texas is such a vast state, so you have the different regions of it really are completely different and look completely different. But this particular area in West Texas, around Marfa, Texas, is a particularly beautiful in its kind of stark, barren kind of aspect. And it's a part of Texas that Cormac is very familiar with. I mean, he lived in that area, and we wanted to do it right where the book was shot. Some of it, most of the landscapes were shot there. Some of it was shot, of the movie was shot in New Mexico, which is the adjacent state, but frankly looks quite different in many ways. Oui, le livre est extrêmement précis sur la localisation, sur l'emplacement à l'intérieur du Texas. Et c'est là que nous avons tourné le film, c'est dans l'ouest du Texas, ce qui n'a à peu près, c'est vrai, rien à voir avec là où nous avons tourné 100%, qui est dans la région d'Austin. Le Texas est tellement grand que les régions sont vraiment très, très différentes, très variées. Et ce coin-là, qui est situé vers la ville de Marfa, est une région particulièrement belle du Texas, avec des paysages comme ça assez austères. Et c'est des paysages que Cormac McCarthy connaît très bien, il y a vécu. Et donc nous avons tourné la plupart des scènes de paysages dans cet endroit, et aussi quelques scènes au Nouveau-Mexique, qui est l'État voisin, mais en fait on sent qu'il y a une différence, ça n'est plus exactement les mêmes paysages. It's the same part of Texas that Paul Thomas Anderson shot There Will Be Blood. And in fact, he was shooting it at the same time. And we kept having to turn the cameras around so we wouldn't see the burning. Alors en fait, c'est la même région dans laquelle Paul Thomas Anderson a tourné There Will Be Blood, et c'était à la même période, en même temps, et en fait on avait souvent besoin, il fallait qu'on tourne nos caméras, qu'on détourne la caméra, parce qu'il y avait, de la fumée tout le temps qui sort. Les puits de pétrole voilà. En feu. Oui, voilà, exactement. Quand le film est sorti en France en 2007, il y a un journaliste, et ça ne pouvait venir que d'un journaliste franco-américain, qui s'appelle Philippe Garnier, et il a publié un article sur votre film, et il a fait une remarque que je pense que seul quelqu'un qui a vécu aux États-Unis pouvait faire. Il a dit le Texas qui est montré, les villes qui sont montrées, la manière de vivre qui est montrée dans le film des frères Cohen, c'est un Texas pauvre, un Texas de caravanes, de motels, un lieu où on a l'impression que
nous-mêmes, on pourrait d'un coup d'épaule enfoncer la porte d'entrée. Est-ce que c'était dans votre projet de rendre quelque chose de ce Texas pauvre, où on a l'impression très vite qu'on est en danger? On est toujours un peu en danger, même si on n'a rien fait. Well, yeah, it's a part of Texas that has that history because the beginning of the movie, and much of that is in we were taking directly from the novel, is the sheriff talking about the history of crime and the history of evil in that landscape. But on the other hand, I do have to tell you a funny story about a rancher I was with while we were shooting the movie, and I was driving in a car with him. And you know, you can see in the car, from the car on the road, you can see to the horizon, and it's 60 miles away. You know, you just see forever all around you. And he leaned over to me and he said, "We don't worry too much about terrorists out here." You can see people coming. Oui, c'est vrai que c'est une partie de l'histoire, ça fait partie de l'histoire du Texas, hein, et le début du film, et qui correspond aussi au début du livre, avec ce monologue du shérif qui parle de l'histoire du crime et du mal à l'intérieur des paysages, montre un petit peu ça. Mais d'un autre côté, j'ai une anecdote amusante. Pendant le tournage, j'étais donc avec un rancher qui m'emmenait en voiture, j'étais avec lui en voiture, et on voyait à perte de vue donc le paysage, et on pouvait voir vraiment à quasiment 90 km l'horizon. Et voilà, il m'a fait une remarque, il m'a dit ici on s'inquiète pas trop du terrorisme parce que les gens on les voit arriver de loin. Mais ce qui est vrai, c'est que sans doute vous aimez ce paysage parce que ça vous permet de raconter une histoire de la violence. Ce film aurait pu s'appeler History of Violence, mais le titre était déjà pris. Mais d'une certaine manière, c'est dit par l'adjoint à la fin. Il raconte une histoire terrible, et cette histoire date de 1909. Et on comprend que, d'une certaine manière, oui, la situation n'a jamais été aussi terrible, mais en fait, elle l'a toujours été. Mais, oui. Yeah, it's like a lot of Cormac's books, it's a meditation on, good and evil in a way. It's also, pretty clearly, it's a novel about not understanding the world as you sort of age out of a time or a culture. And I always thought about the book as, in a way, a story of a sort of horror film about getting older, about what happens when you age out of your time and you don't understand what the world is anymore. I mean, I think that's very much in the book, and sort of goes to what you were saying. Oui, beaucoup de livres de Cormac McCarthy sont une réflexion sur le bien et le mal, on pourrait dire. Et clairement, c'est un roman sur l'incompréhension du monde au fur et à mesure que l'on vieillit et que l'on s'éloigne de la culture du moment. Et moi, je l'ai toujours vu, ce film, comme une sorte de film d'horreur sur le fait de vieillir et de se sentir en décalage avec le monde dans lequel on est, puisqu'on a quitté la culture dans laquelle on a grandi soi-même. Et en même temps, vous dites c'est un film sur le bien et le mal. Alors là, pour le coup, venons-en à la figure du mal. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que dans votre film, qui est pourtant, on est au pays du road movie, hein, c'est le pays du road movie, l'Amérique. Et en même temps, la seule figure qui semble voyager librement, souverainement, interminablement, c'est la figure du mal et la figure du diable. Les autres, qu'ils meurent ou qu'ils réfléchissent, sont à un moment arrêtés dans leur course. Et en fait, vous avez fait un film sur une figure interminable. Yeah, I think
you know, there's a reason why, you know, it's the Javier Bardem character, it's the Chigurh character who survives at the end, and his antagonist who survives at the end. Yeah, that's true. You know, a lot of, again, taking a clue from the original novel, you know, his authorial voice, Cormac McCarthy, is it's almost sort of biblical, you know, the way he writes and his language, right? In terms of good and evil and the sort of, you know, the battle between the two and the idea, that's very much sort of in the language of the novel. And so in some way, you know, I think you kind of try to assimilate what the tone is and what the idea is from the novel when you're doing an adaptation. It's always a question of just trying to be true to the source material. You know, what you really want to do when you adapt something is you just want to take the spirit of the book. Hopefully, that's why you're making it, right? That's what attracts you to it. Take the spirit of the book, and even if you're changing certain things, kind of maintain a certain fidelity to that. So. Oui, c'est sans doute la raison pour laquelle, à la fin, effectivement, les deux personnages qui survivent sont Chigurh et donc l'ennemi qui représente le bien. Et Cormac McCarthy a une écriture que je pourrais décrire comme presque biblique. Et cette lutte entre le bien et le mal, elle se ressent jusque dans la langue. Et donc ça donne un certain ton. Et quand on veut adapter une œuvre, l'idée quand même c'est qu'on veut être fidèle à l'esprit d'origine. Et même si on va y ajouter des choses et faire des changements, c'est ce qui va nous attirer, c'est de reproduire ou de rendre justice à l'esprit de l'œuvre. Le personnage de Chigurh, joué par Javier Bardem, il est un peu tout ce qu'on veut. Il est, si on veut, c'est d'une certaine manière l'Indien qui revient dans l'histoire américaine. C'est une sorte d'ange exterminateur, une sorte d'humanoïde. Et ici, à la Cinémathèque, sans qu'on se soit concerté, entre Jean-François Roger, qui est le directeur de la programmation ici, et moi-même, en fait, on a la même interprétation de Chigurh, mais ça, c'est pas dans Cormac McCarthy. Nous, on se dit que c'est le golem. C'est-à-dire, The Golem. Et que c'est comme une figure qui arrive de la mythologie juive, et ne serait-ce que sa coupe de cheveux renvoie à la figure de Golem. Alors ça, c'est pas dans McCarthy, mais vous serez peut-être pas d'accord non plus pour que ce soit de vous. Well, I never thought about it that way. It makes perfect sense. The haircut, yeah, maybe. I'll tell you where the haircut and his clothes came from. Because, you know, as I said, it's not described in the book in any way, so we could do whatever we want. We didn't really know what to do. I'm wondering if this is a bit of a long story, but I'll make it short. There was a photographer on the border of Texas and Mexico from the 40s through like the 60s. There were a lot of brothels, whorehouses, and American Johns would go across the border. And what would happen in these whorehouses is after the customer had satisfied himself, the owner of the brothel would come out and they would take a picture together, the John and the whore, right? And there's a photographer in Texas who found a pile of negatives of all these pictures, right? And published them in a book called A Night in Old Mexico. And I saw the book, and I'm going through the book, and one picture is a character with that haircut in those clothes, right? So we took that haircut and those clothes from that photograph, right? Because that seemed, well, you know, as good a place as any to sort of imagine what this character looked like. But the haircut and the clothes came completely from that. We copied it exactly.
So it was, yeah. It could have been the golem going down there for the bunker. Alors, j'ai jamais pensé à cette figure, mais oui, ça se tient, peut-être la coiffure, pourquoi pas. En tout cas, je peux vous expliquer d'où vient l'allure de Shiger dans le film. Donc, il y a, à la frontière entre le Texas et le Mexique, dans les années 40 et 50, il y avait beaucoup de bordels dans les entrepôts et beaucoup d'Américains traversaient la frontière. Une fois que voilà, ils avaient fait leur petite affaire, ils se faisaient prendre en photo avec la prostituée du soir. Et il y a un photographe qui a récupéré tous les négatifs de ces photos qui avaient été prises et qui les a publiés dans un livre, un recueil qui s'appelle A Night in Old Mexico, donc une nuit dans le Vieux-Mexique. Et un jour, en voyant une de ces photos, il y avait un des sujets qui avait été photographié qui avait exactement cette coiffure et exactement ces vêtements. Et j'ai pensé que c'était un modèle qui pouvait être aussi bon qu'un autre. Peut-être que c'était le golem en fait qui était allé au bordel. Quand on voit agir Shiger et qu'on voit son importance dans le film et l'effet qu'il nous fait, on ne peut pas s'empêcher de penser à la fameuse phrase d'Hitchcock: plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. Ça. Yeah. No, that's no. It's a great character because he's unexplainable. He's terrifying. And Javier, it was interesting. I didn't know what Javier was going to do, but I knew when we asked him to do the part. I said to Ethan, I said, I'm not sure what he's going to do, but I'm absolutely sure that whatever it is, it will be interesting. That's one of the great, things about working with great actors is they're always surprising you. It's not like you know how they're going to interpret the part exactly, but if you have confidence in them and they're great, as Javier is, you're going to get something which is almost, indescribable. You can't put it into words, but is great. He was really great to work with. C'est vrai, c'est un super personnage, hein. Il est inexplicable et c'est ce qui le rend terrifiant. Quand j'ai engagé Javier Bardem, je ne savais pas exactement ce qu'il allait faire de ce personnage, mais j'étais certain que ce serait intéressant, c'est ce qu'on s'est dit avec Ethan. Et c'est ça l'avantage d'avoir des grands acteurs, c'est qu'on ne sait pas tout à fait ce qu'ils vont donner, ce qu'ils vont faire de ces personnages, mais on leur fait confiance et à la fin on a quelque chose qui est assez indescriptible. It is interesting that after we shot the film, Javier said to me, he drives around a lot in the movie in that pickup truck, and he said to me, I don't know why you cast me in this part. I hate guns and I can't drive. Et après le tournage, Javier m'a dit qu'il ne comprenait pas du tout, parce que dans le film on le voit beaucoup en voiture, dans son pick-up, et donc il est tout le temps au volant en train de conduire, et il m'a dit un jour, je ne sais pas pourquoi tu m'as proposé ce rôle, parce que je déteste les armes et je ne sais pas conduire. Mais indépendamment de ses qualités d'acteur, vous l'avez choisi, effectivement, pourquoi ? Pourquoi être allé chercher Javier Bardem ? C'est vrai qu'il est génial dans je pense, ce que vous venez de dire, par exemple la scène où pour la première fois il joue à pile ou face à la station Texaco, son jeu est absolument hilarant et terrifiant. Mais pourquoi justement être allé chercher cet acteur-là, lui ? Il n'y avait pas un acteur américain qui pouvait jouer ce rôle-là ? I'm not sure why. It's just a feeling, when you're casting. I think there are American actors that could have played the part, but there was something about just the fact that, apart from being a great actor, just the fact that he isn't American, that he is foreign to that landscape, that I think was a dimension of it that just worked in his favor in that part. So that was part of it. And the rest of it is just this kind of ineffable instinct that you have, hopefully, when you're casting a part that this is going to be the right fit. Mais je ne saurais pas trop vous dire parce que la distribution, il y a vraiment une part de l'intuition. Et c'est vrai que sans doute des acteurs américains auraient pu jouer le rôle, mais le simple fait qu'il ne soit pas américain, justement, qu'il soit étranger à ces paysages,
ça a apporté une dimension qui sans doute allait dans le bon sens aussi de ce personnage. Et après, voilà, on fait confiance et on a un instinct et on espère que ça va payer. Encore quelques questions avant de donner la parole au public. Je voudrais revenir sur votre méthode de tournage, parce que je disais en introduction de la projection que votre film avait eu 4 Oscars, mais qu'il aurait dû en avoir un 5e, qui était celui du meilleur montage. Parce que la manière dont par exemple, la première séquence du motel, avec les chambres voisines, le conduit d'aération, la mallette, et la manière dont jamais le spectateur n'est perdu dans l'espace, alors que c'est un puzzle. Hein. Vous nous montrez même le plan de l'hôtel pour qu'on arrive à vous suivre. Toute la séquence est incroyablement découpée, montée. Ça, c'est absolument... je trouve qu'il y a une manière de prendre en charge le spectateur, de le perdre sans le perdre, qui est absolument admirable. Est-ce que vous faites le découpage à quel moment? Et est-ce qu'il arrive que, dans une séquence comme celle-là, par exemple, il change au tournage? Que quelque chose évolue encore au tournage? Well, it's funny that you mentioned that sequence, but yes, we do. We do storyboard everything. Once we've storyboarded, generally speaking, we don't look at the storyboards that much when we're actually shooting, but it's very useful to both Ethan and I to have a plan, an idea that's fairly well worked out when we go on to a set and start shooting a scene. And then, you know, things happen when you're shooting and you want to be able to adapt to whatever happens, but at least there's a place that you're starting from, and that's useful. And in some scenes, action scenes, for instance, where then we do follow the storyboards fairly, and you have to, fairly closely. Or, as you mentioned, in this particular scene, it's also the case there where they become where you have to work out make sure that the geography of a place or a situation is clear. And it was useful in that regard. I was smiling when you were talking about that scene because it was one of the weirdest on-set days of shooting, is looking through these long air ducts all day with this pole going down it, moving the suitcase back and forth. And it was kind of, you get kind of getting lost in it. It was a very funny experience. But yeah, that was all storyboarded. Oui, on fait beaucoup de storyboard, hein, c'est comme ça qu'on découpe nos scènes et en général on ne s'y réfère pas énormément une fois qu'on est sur le tournage, on n'y revient pas, mais par contre ça nous permet d'avoir vraiment un plan très précis en tête, ce qui permet de s'adapter une fois qu'on est sur le tournage, mais d'avoir un point de départ quand même, c'est très important. Et pour les scènes d'action, d'avoir le storyboard c'est particulièrement précieux. Et cette scène en particulier il faut qu'on ait vraiment cette géographie de l'espace qui soit extrêmement claire. Et je souriais quand vous mentionniez cette scène parce que c'est sans doute une des expériences de tournage les plus étranges que j'ai pu avoir, parce qu'on a passé beaucoup de temps dans ce conduit d'aération avec cette mallette qui bougeait d'1 centimètre, et donc c'était assez particulier. Il y a une autre séquence dans le film qui est, enfin entre autres, hein, parce qu'on pourrait les passer toutes, mais il y en a une, et j'imagine que cette séquence, elle aussi, elle a été storyboardée. C'est la séquence de la première poursuite de nuit jusqu'à la rivière, et en particulier l'idée du chien, le pitbull. Parce que ça, le pitbull, il n'est pas dans le roman. Dans le roman, comment dire, le personnage se cache dans la nuit, il arrive à, sans être repéré, à se faufiler et à s'échapper et à s'éloigner. D'où vous est venue l'idée de ce pitbull qui fonce sur le personnage et ce qui s'ensuit? Oh, it's also very funny that you mentioned that because, yeah, there were two things in particular that Cormac particularly liked. One was the dog, and the other was the scuff marks on the floor at the very beginning of
movie when the sheriff leaves on the floor when he's kicking on the floor. The idea for the dog, I honestly can't remember where that came from. I mean, I felt like that, I think Ethan and I think both felt that was, at that moment, there had to be some kind of real chase, but what should the chase be? The dog was a scary dog. It wasn't a movie dog. It was a dog that had been bred to attack, you know. So that with the shooting of that was, we had to keep the dog literally away from Josh Brolin, you know, at a certain point. I'll tell you, he made a mistake when we were shooting it. He was in the river, and the way you got the dog to really get mad, there was a little toy that you agitated the dog with, like this, and then the dog would freak out and try to get, and Josh, who's in the river, was supposed to throw the toy away, and he agitated it and swim away. He agitated the dog, and then for some reason, he stuffed it down the front of his pants. So we were all really concerned. But it worked out okay. C'est drôle que vous mentionniez ça également parce qu'il y a deux choses que Cormac McCarthy a particulièrement aimé dans l'adaptation, dans les idées qu'on a mises dans le film, c'est l'idée du chien et l'idée des traces laissées par les chaussures dans la scène du commissariat. Alors je ne me souviens pas exactement pourquoi le chien, mais en tout cas avec Ethan on a senti qu'à ce moment du film il fallait qu'il y ait une vraie poursuite, mais laquelle, sous quelle forme. Et voilà, ce chien, c'était un chien qui était vraiment effrayant, c'est pas un chien de cinéma, c'était vraiment un chien d'attaque. Et donc on devait un petit peu le tenir à distance, notamment de Josh Brolin, qui a commis une erreur dans la scène, donc dans la rivière, parce que pour faire que le chien attaque et devienne un peu fou, il y avait un petit joujou qu'il fallait agiter. Et en fait, Josh dans la rivière était censé donc jeter ce jouet pour que le chien aille vers lui. Et en fait, il s'est mis donc à l'agiter et à le mettre un peu dans son pantalon. Donc on a eu un petit peu peur, mais finalement, heureusement, tout s'est bien terminé. Mais cette scène du chien, dans le film, Josh Brolin commence à courir, elle dure 2 minutes. J'ai compté, c'est environ 70 plans. 70 plans pour 2 minutes de film. Alors, c'est moins que la douche de Psychose, hein, puisque Psychose, c'est quelque chose comme 78 plans pour 45 secondes. Bon, c'est imbattable, mais 70 plans pour 2 minutes de film. Combien de temps de tournage, jour et nuit, ces 2 minutes ont demandé? Yeah. The problem was that we had to, the scene takes place at magic hour. The sun is going down, and we were shooting in a river basin where very steep cliffs, you know, on each side. There were so the sun, once it goes, right? So what we had to do was we started shooting at dusk one day, and it was the summertime, so the nights were short. Because I slept in the car until the sun started to come up on the other, and we also had the same kind of light coming from a different direction, but you know, it was, we shot dusk and dawn, right? But the dusk and the dawn were very, very short. So you're right, we had to shoot a lot of shots in a very, very short period of time. Then we lost that dusky magic hour feeling, so we couldn't shoot in broad daylight. So we had to work very, very fast for that sequence. You're right, it was a lot of shots. Oui, le problème quand on a tourné cette scène, c'est qu'elle se passe à une heure très particulière, qui s'appelle d'ailleurs en français Entre chien et loup. Et donc on tournait dans cette cuvette qui est entourée donc de montagnes, et le soleil il part très vite. Et donc on a commencé à tourner la scène au crépuscule. Comme on était en été, les nuits étaient très courtes.
Donc voilà, donc on a eu cette heure de crépuscule. Ensuite, j'ai dormi quelques heures dans ma voiture, et ensuite jusqu'à l'aube, qui redonne en fait cette même lumière, même si le soleil se lève, arrive de l'autre côté. Mais on a pu quand même avoir ce même type de lumière. Et donc vous avez raison, on a dû faire beaucoup de prises en peu d'heures finalement. Et là, pour le coup, la complicité, bien sûr, avec votre frère, mais aussi avec Roger Deakins, puisque Roger Deakins, quand il fait ce film avec vous, ça doit être son 9e film avec vous. Donc est-ce que pour, par exemple, une séquence comme celle du chien, la manière dont vous vous trouvez les uns et les autres sur le tournage, c'est-à-dire vous savez ce que vous pouvez demander aux uns et aux autres sans forcément communiquer, est-ce que ça vous permet de gagner du temps? Parce que on imagine... Enfin, en fait, moi, je n'arrive pas à imaginer comment Roger Deakins a pu éclairer une scène comme celle-là. Il a littéralement éclairé le ciel. Well, that scene was shot. We weren't really lighting. There was the scene where Moss goes back and he finds when he's bringing the water. He goes back and he finds at nighttime the trucks all out in the basin. That was shot with up on the ridge, basically kind of stadium lights, that were lined up on the ridge to give it a kind of moonlight feel. The stuff that was shot in that chase scene was mostly shot with natural light in dusk and dawn. So he wasn't really, the river scene, he wasn't really lighting that. But yeah, I mean, that was, we worked together on many, many movies, and I mean, they were all different, though, in terms of what they're required from the point of view of the cinematography. But, that's one of the great things about Roger is how he can go into any environment and make beautiful work. Alors la scène donc où Moss revient de nuit pour apporter de l'eau et trouve donc là tous les pick-up, et ensuite il est ensuite poursuivi. Donc le début de la scène qui est tournée en hauteur, donc sur la crête, ce sont des lumières un peu de stade, donc on a éclairé énormément. Mais par contre la scène de poursuite dans la rivière a été tournée surtout en lumière naturelle. Mais c'est ça qui est formidable avec Roger Deakins. On a travaillé sur beaucoup de films ensemble, en effet, et qui étaient tous très très différents en termes de photographie. Mais c'est ça qui est bien, c'est que quel que soit l'environnement, on peut faire de grandes choses avec lui. Je vous pose une dernière question avant de donner la parole au public. Le personnage du shérif, joué par Tommy Lee Jones, est-ce que c'est vraiment un acteur de l'histoire, ou est-ce que c'est pas un peu un spectateur dans le film? C'est-à-dire, je veux dire, d'une certaine manière, le shérif, c'est un peu nous, c'est les spectateurs. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que le dernier plan, le tout dernier plan, quand il a le regard perdu dans le vide et qu'il a l'air, perplexe, est-ce que d'une certaine manière, ça c'est pas l'humour des frères Cohen qui nous représente, nous, à la fin d'un Cohen movie? Yeah, I think you're right. He is sort of an observer. He's sort of an audience member or spectator to the action. And he seems as sort of a surrogate for the audience in a certain way, where the real protagonists are more, Josh Brolin and Javier. I hadn't really thought about it that way, but I think that's true. And you're also right that he kind of embodies, to a certain extent, the sense of humor in the story, because he's got a dispassionate observer of the situation at times. And Tommy, is the one actor involved in this that really does come from that part of the country. He's born in San Saba, Texas, which is West Texas, and has a ranch in West Texas. So he understood the sort of culture, I think, because he grew up with it.
Oui, on pourrait dire ça. C'est vrai que c'est un peu un spectateur de l'action. Il représente un petit peu le public du film, tandis que les vrais protagonistes vont être plutôt les personnages joués par Josh Brolin et Javier Bardem. Donc ça, c'est assez vrai. Et c'est vrai aussi qu'il incarne un petit peu le côté humoristique de l'histoire, en tout cas le côté un peu distancié, dépassionné. Et c'est en ça que ça pourrait être vrai. Et Tommy Lee Jones étant également le seul acteur qui est vraiment originaire du West Texas, il y a aussi un ranch là-bas, et donc il comprenait vraiment très très bien cette culture pour y avoir grandi. Encore une toute petite chose, mais promis, je vous donne la parole. Et c'est en vous écoutant que j'y repensais. Il y a une chose que vous avez dite hier soir à propos de The Tragedy of Macbeth. Il n'y avait que vous pour le dire, parce que sinon, on l'aurait jamais pensé comme ça. Vous avez dit Macbeth et Lady Macbeth forment un couple heureux. Ils sont heureux en ménage, et ils s'aiment, et ils s'entendent bien. Bon, ok. Mais en même temps, c'est une constante étonnante dans vos films, dans Fargo, le couple, la policière et son mari, dans celui-ci, Moss et sa femme, ou le shérif Bell et sa femme, ce sont des couples heureux. On sent qu'ils ont du plaisir à être ensemble. Et j'ai mis longtemps à comprendre quel était le sentiment qui était en jeu, parce que c'est pas un sentiment fréquent dans l'œuvre des frères Cohen, c'est la tendresse. Et dans ces scènes-là, il y a de la tendresse. Yeah, that's true. I about this movie that there is that marriage that you sort of see at the end of the movie, where she's gently sort of chiding Tommy, chiding her husband about his behavior and what he's doing, and the fact that he's retired, and in a way, again, I never thought about it this way, but in a way, it does sort of recall the end of Fargo. Yeah, it's okay. Well, I just learned something. Oui, c'est vrai que ce couple marié qu'on voit vraiment à la fin du film, quand on voit le rapport qu'ils ont l'un avec l'autre, c'est vrai que ça peut un peu faire penser au couple dans Fargo. Oui, j'ai appris quelque chose ce soir. Voilà, promis, c'est à vous. Vas-y. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Cohen surtout. Parlez bien dans le micro. Ouais, autant pour moi. Je voulais juste, dans un premier temps, vous remercier tout simplement pour d'avoir fait ce film, surtout, qui m'a touché la première fois que je l'ai vu. Et surtout le méchant joué par Javier Bardem, qui a inspiré notamment le méchant que j'ai créé dans mon court-métrage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et du coup, je trouvais ça, je voulais juste vous remercier en tout cas pour ça. Je trouvais ça important de le faire en personne. Et dans un deuxième temps, je voulais juste vous demander si vous aviez un projet qui allait arriver bientôt. Well, thank you and no. Remember that, yes. I mean, we're sort of, we're sort of channeling that character that, of Chigurh is really the invention of Cormac McCarthy. We had to sort of physicalize it. And he is a really fascinating character. I do have to say that at one point, I think it was the first day of shooting the movie, we were shooting the scene where Javier kills the guy with the cattle gun out on the road. And we were setting up a shot where Javier was coming up, walking down towards the car with the cattle gun. And Ethan turned to me and he said, I'm really glad that we didn't make that up together. Alors merci et non. Pour revenir sur ce personnage de Chigurh, c'était une invention donc de Cormac McCarthy, il faut le rappeler. Nous lui avons donné une dimension physique, mais c'est ce qui fait que ce personnage est fascinant, c'est vraiment ce que Cormac McCarthy en a fait au départ. D'ailleurs, le premier jour du tournage, on a tourné la scène du premier personnage que tue Anton Chigurh dans le film, donc sur la route.
le personnage qui l'arrête sur la route. Et à un moment, Ethan s'est tourné vers moi et m'a dit je suis vraiment content que ce soit pas nous qui ayons trouvé cette idée de la façon dont il le tue avec cette bouteille et ce truc sous pression. Allez-y. Bonsoir. Je me demande, il y a beaucoup d'images d'aube dans le film. Et est-ce que Paris, Texas était une inspiration? Et est-ce qu'on peut s'affranchir de cette image de Texas après ce film? Yeah, you know, I love that movie, but I have to say no, not for this movie, because it was, even though they do take place in the same, roughly the same area, but in my head they're in such a different story space and headspace that I don't think that was an influence so much on this movie. I mean, there are lots and lots of movies set in Texas that I'm familiar with, and that's one of the best ones, but it's such a different kind of movie that it wasn't really informing us. But I love him to movies. Oui, alors, autant j'adore ce film, bien sûr, mais vraiment pour ce film-ci, je ne peux pas dire vraiment que ça m'ait inspiré. Ça s'est tourné à peu près dans la même région, mais c'est tellement éloigné dans mon esprit de ce film-là que non, je ne peux pas vraiment dire que ça m'ait influencé. Oui. Je ne sais pas où est le micro. Que celui ou celle qui a le micro parle. Voilà. Bonsoir et merci pour vos films. Il y a un sens de l'absurde dans votre cinéma et beaucoup aussi dans ce film-là. Et j'ai l'impression que ce qui donne ce sens de l'absurde, c'est la présence des gens très simples, une pompiste, ou la femme qui emploie le personnage de Josh Brolin, des gens qui sont dans la réalité, toute simple, et dont le regard porte le décalage, l'incompréhension. J'ai l'impression que c'est une constante dans tout votre cinéma. Well, I think that I mean, hopefully the characters are very sort of specific to a certain region, that part of Texas, that part of the United States, a certain culture. You know, I think the point of view in the movie is really the point of view that I think the audience is meant to inhabit to a certain extent is the point of view of Tommy's character, the sheriff, who's also the observer, as you pointed out, in the audience, sort of for the drama, and also the one who's thinking about the world and how the world has moved on, and this idea of, you know, a person in his position having to confront, you know, evil, basically. So I don't see it as, it's not simple so much as it is a very specific sort of regional point of view, a regional kind of character. But that, is it absurd? I don't really see it as being absurd. I think that's a way of characterizing pretty much everything else we've done. I think it's a good description of a lot of our other movies, but I'm not quite sure I follow you on that with this one, or maybe it's the sense of the word that your sense of what that means that I'm not quite getting. Je crois plutôt que ces personnages sont très caractéristiques d'une culture de cette région et que le point de vue adopté dans le film, donc pour le spectateur, c'est le point de vue du shérif qui, comme vous le soulignez, est un peu un observateur de l'action, qui médite sur le monde et qui médite sur la confrontation avec le mal. Donc pour moi, ces gens ne sont pas tant simples que typiques d'une certaine régionalité. Et je ne crois pas nécessairement qu'ils incarnent l'absurde et que ce soit ce film-là qui soit le plus représentatif de l'absurde dans notre filmographie. Et c'est vrai que beaucoup de nos films sont dans l'absurde, mais pas tellement celui-là
spécifiquement. Je me demandais... Où êtes-vous? Je suis là. Voilà. Bonjour. Ce film, il est aussi vieux que moi et du coup, on vous a sans doute déjà posé la question, mais je me demandais qu'est-ce qui vous a amené à faire la scène où, au début du film, après que pour la première fois, Suga fait le truc avec la pièce, où on a un gros plan sur le papier de la friandise qui se déplie. Parce que je pense que c'est la première fois du cinéma où on voit une chose aussi simple, aussi naturelle, et c'est assez surprenant, franchement. Le papier de, pardon, Le papier de la friandise. Ah. Parce que, franchement, c'est surprenant, c'est ma scène préférée. Pourquoi vous avez fait ce plan? Pourquoi ce plan? Pour avoir eu l'idée de faire ce plan du papier qui s'ouvre peu à peu. I like that shot too. I don't know why. I don't know why. I mean, it seemed to me you're in in the moment- France. You're in France. You have to know why. You know, there was something about the room being quiet enough to hear that wrapper opening up that seemed to sort of support the ambition of creating a tension in that scene. You know, I guess that was probably, you know, the way we were thinking about that. You know, and there's also the fact that it puts an end to this sort of repetitive behavior that he's doing prior to that, which is eating these, you know, these peanuts or whatever it was that he's putting in his mouth and crunching on as he's talking to the guy. He puts the thing down, stops, and he gets very quiet. But it's those kinds of, yeah, that was fun. and I think something that, again, from an acting point of view, I mean, something that Javier was eager to do. Moi aussi, j'aime beaucoup ce plan. Et je pense que c'était une façon de souligner que le silence était tel donc dans la pièce, dans l'espace, qu'on pouvait entendre, voilà, et qu'on pouvait attendre ce moment et le contempler ce moment, qui correspond donc à l'ambition de cette scène de créer une certaine tension. Et puis ça met fin aussi à ce comportement répétitif qu'il a pendant toute la scène. Donc c'est vrai que c'était assez sympa, et en termes de jeu d'acteur, je crois qu'aussi Javier, ça l'a beaucoup amusé de tourner ça. Oui. Bonsoir, merci d'être venu déjà. Et je me suis fait la réflexion en voyant le film à quel point les scènes de tension étaient réussies. Et il y avait ça dès votre premier film, Blood Simple, où il y avait la confrontation à la fin avec le shérif et Frances McDormand. Et je voulais savoir, là c'est pareil, la séquence dans le motel avec Javier Bardem et Josh Brolin. Et du coup, je voulais savoir comment vous travaillez le son dans vos films, le son dans vos films, à quel point vous travaillez, notamment dans ces scènes de tension, en tout cas qui font presque penser à du cinéma d'horreur. Yeah, you're right. I mean, the sound was a huge, especially in that scene, because in that scene, it's entirely about, you know, Josh is alone in that hotel room. Josh's character is alone in that hotel room, and he has to, and his information about what's happening outside is all auditory, right? It's the, you know, what he hears from downstairs, and then the footsteps coming up, and how quiet he has to be. So designing the sound and doing the sound around that is really what makes the scene. And then trying to keep what's happening visually there very simple. So it's not ornamented, it's not competing with any of that. And those are the kinds of scenes that, just from a movie making point of view,
are enormously sort of fun to work out. I mean, they're really interesting to work out. Is how do you create that? But yeah, no, I'm glad you mentioned that particular scene because that was there in the movie. You know, as a whole, is kind of it's you know there's no real music in the movie. There's no music telling you when to be tense. You know, it's just the sound effects that in the setup and that's telling you when to be tense or that's building the tension. And also very interesting to do just from a movie making point of view. Ah oui, vous avez raison, c'est le son dans cette scène en particulier est une composante essentielle puisque le personnage de Josh est tout seul dans cette chambre et les seules informations qu'il peut avoir sur l'activité à côté, dans la chambre d'à côté, passent par l'auditif. Et donc le travail sur le son était particulièrement crucial, à l'inverse du travail visuel qui était crucial aussi, mais pour justement qu'il reste vraiment assez sobre, assez simple, pour ne pas entrer en concurrence avec tout ce qui se passait au niveau sonore. Et d'un point de vue cinématographique, c'est des choses qui sont passionnantes à créer. D'autant plus que dans ce film, il n'y a à peu près pas de musique et que pour dicter en fait quand la tension arrive. Et donc c'est par ce travail d'effet sonore qu'on a la tension qui monte. Bonsoir. Oui. Je suis là, tout en haut. Là, voilà, c'est moi. Merci beaucoup déjà pour ce film. On a dit à quel point le personnage de Chigurh était terrifiant. On n'a pas tellement parlé du fait qu'il était assez drôle. On a tous beaucoup ri et on était peut-être plus de son côté que du côté des gens qui terrifiaient, en tout cas pendant la première moitié. Je voulais savoir d'où venait cette idée. Est-ce que c'était dans le roman, dans le script, sur le plateau? Qui a eu l'idée de le rendre drôle? Yeah, well, you know, bad guys are always the most fun, aren't they? I mean, I think so. I don't know that I think it's, you know, that the nature of that in this movie is just attributable to that sort of universal truth that, you know, bad guys are fun. They're the fun characters in thrillers and these kinds of movies. I mean, you want to make them terrifying, and I think Javier is terrifying, but there's something, and again, this is this sort of ineffable thing about how you cast something. There's something in his embodiment of it, which is, you know, humorous in a terrifying kind of way. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais souvent ce sont les méchants hein, qui sont les plus drôles, les personnages les plus drôles, je trouve. Et ça, c'est simplement voilà, la traduction d'une vérité universelle en général. Ce sont les personnages qu'on aime le plus, très souvent. Et après, il y a beaucoup de choses qui passent dans le jeu d'acteur et qui revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'on arrive à quelque chose d'ineffable, d'indescriptible dans le jeu d'acteur qui arrive à le rendre à la fois drôle et terrifiant. Hello, Joel. Bonsoir, Bernard. Je suis là. Hello, nice lady. I don't know your name, but you've been translating so well all the day, isn't she? So it was so hard to get this mic. So I have two questions from me and my beloved one. So first question is about the movie. Is there a reason why most of protagonists, main characters, are shot by this crazy Anton off screen and others like in screen? Is there a reason for that? And the second question is about you and your brother, Ethan. Yesterday I saw a movie you made without him, but I noticed that you have even like the same Wikipedia page where the both of you, and you're not separate. So are you going to do to make more movies together or not because you want your own Wikipedia page? Alors, donc, est-ce que il y a une raison pour laquelle la plupart des personnages sont abattus hors champ et pourquoi le choix de certains, donc justement hors champ ou certains à l'image? Et ensuite, sur vous et votre frère, hier j'ai vu un film que vous avez fait sans lui et je sais que voilà, en allant sur Wikipédia, vous avez une page commune. Et est-ce que vous allez refaire des films avec lui ou bien est-ce que vous allez continuer à en faire sans lui pour avoir votre propre page Wikipédia? Well, I don't spend a lot of time on my Wikipedia page.
So I'm not too concerned about what happens with it in the future. And I'm sorry, the first question was about, reminding? Oh, characters being killed off camera. Yeah, well, that is interesting because, you know, the movie is quite, in the book, quite graphic in its descriptions of, in its depictions of violence and people being killed, but then we get very quiet at the end because you don't see Moss being killed. And I don't know, there was something that was interesting to us about not having that happen off screen, and I can't really explain why. I honestly can't. It just seemed right that that be something that, after all that time, that you don't actually get to see what happens to him. I liked the idea of, I think Ethan and I both like the idea that he has that conversation at the poolside with that young woman, and that's the last you see of him. And you find out about, you know, you realize later that he's been killed. I don't think you always, I think it's a tricky thing. You kind of work by instinct in terms of what you think is going to be right for the story and what needs to be in your face and what needs to be, you know, more subtly or done off screen. And honestly, there's no theory behind it. It's a way you just kind of work instinctually about what seems right. Obviously, it's very different in a movie than it is in a novel. There's a stronger contrast between the two of them because, you know, violence on screen is much more graphic and present and disturbing in a movie than it is in a novel, I think, right? Or can be. But it's a good question. I don't really, it's not as if there's not a theoretical answer to it, but you sort of proceed by instinct. Alors, je passe pas beaucoup de temps sur ma page Wikipédia, donc c'est pas quelque chose qui me préoccupe énormément, je dois dire. Mais concernant votre autre question, c'est vrai que dans le film comme dans le livre, il y a une violence qui est décrite de façon extrêmement précise et graphique, visuelle. Mais le personnage de Moss, par exemple, il nous paraissait intéressant, après tout ce qui lui est arrivé, après tout ce temps, de ne pas voir ce qui lui arrive au bout du compte. Ça nous est venu comme ça, je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi ça nous a plus semblé être juste comme façon de le montrer. Mais on aimait bien l'idée que voilà, la dernière scène qu'on voit de lui, c'est quand il discute avec cette femme au bord de la piscine. Et il y a tout un travail qui est un travail un peu intuitif sur ce qu'on va montrer et ce qui va être plus suggéré. Donc j'ai pas vraiment de théorie là-dessus ou de réflexion très construite, mais en tout cas ça se fait de façon un peu intuitive chez nous, sachant que voilà, quand dans un livre c'était extrêmement différent, puisque dans un film il va y avoir un contraste plus fort entre ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, parce que c'est visuel et la violence à l'écran est beaucoup plus forte, beaucoup plus présente et dérangeante. Encore quelques questions? Oui. Good evening, sir. Oui. Thank you very much for being here. I was wondering, right here, sorry. Allez-y. I was wondering, the title being No Country for Old Men, of the movie and the novel, how do you see the place of youth in the movie, given the fact that at the end, kids on their bike are giving away their shirts to Anton for not asking for money, and earlier in the movie, having the young man coming back from Mexico asking for more money to Josh Brolin. Even the sheriff's talking about youth, not understanding how youth is evolving with green hair and bones in their nose, etc.
Yeah. Alors concernant le titre du film et du livre, hein, no Country for Old Men, donc ce pays n'est pas pour le vieil homme. Quelle est la place donc pour vous de la jeunesse? On voit la scène avec les deux jeunes garçons à vélo à la toute fin du film qui donne sa chemise au personnage d'Anton, et plutôt aussi le personnage de Josh Brolin qui essaye d'obtenir un blouson, et aussi les questions de Tommy Lee Jones, son personnage qui dit qu'il ne comprend pas la jeunesse. Well, I think that's, the title is from a Yeats poem. And I think it goes to this idea I was talking about earlier, which is that the story in the novel is very consciously about, about aging out of your time, about aging out of your ability to sort of comprehend the world around you, which happens with everyone to a certain degree, that the world becomes harder and harder to understand at a certain level as you get older, because you take so much of the point of view of your youth into old age, and realize that there's going to be a disconnect with the way the world has moved on. And that's what I sort of meant by, and it's very much sort of part of the meditation at the beginning of the book, when in the voiceover, when the Tommy Lee Jones character is talking about how his respect for the old-time sheriffs and his inability to work anymore in the same kind of area to do what he has to do. And it's also in that scene, which I think is a really important scene in the movie, where he's talking to his relative in that little cabin at the end, and he tells him the story about an earlier era, and this idea that you're always a little bit behind the curve in terms of understanding how the world has moved on and what the world means, and it can be terrifying also. And this is kind of a terrifying, as I said before, it seemed to me like a horror film about getting older. Donc cette phrase, non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, elle est tirée d'un poème de Yeats. Et ça revient à l'idée que je mentionnais tout à l'heure, hein, qui est en fait l'histoire de ce film, le thème principal de ce film, c'est vraiment le fait de prendre de l'âge, le vieillissement qui induit un sentiment de décalage. On a plus de mal à comprendre le monde qui nous entoure. Et ça ramène à la réflexion qui est au début du film et du livre, et donc Tommy Lee Jones fait en voix off, quand il parle de son respect pour les anciens shérifs et de son incapacité lui-même aujourd'hui à travailler de la même manière. Il y a aussi la scène où il parle justement de l'ancien temps, et il y a toujours cette notion de se sentir à la traîne par rapport, quand on vieillit, par rapport à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un film d'horreur sur le vieillissement. On va prendre une dernière question, là où est le micro. Ici. Ah oui, allez. Bonsoir. Alors, voici ma question. Pourquoi les méchants au cinéma boivent du lait? What other movies do they drink milk in? Dans quels autres films Yeah. Dans quels autres films il y a des méchants qui boivent du lait? Okay. I just remember what you're referring to. I think that was just a cheap gag, having Tommy say that, looking for someone who drinks milk. That's what you're talking about, right? Yeah. Yeah. I think that was just a gag. It's a funny, it's a very funny question, though. Mais en fait, oui, effectivement, c'était juste un gag qu'on avait envie d'intégrer dans le film. C'est juste voilà, pour le clin d'œil. Alors, attendez, je crois qu'il y a une... Oui. Alors allez-y, toute dernière question. Vous dites que le vieillissement est comme un film d'horreur, et en fait, à la fin, quand il a pris sa retraite et qu'il est avec sa femme, on le sent extrêmement désœuvré, et on a l'impression que l'horreur continue, quoi. C'est-à-dire que comme il a arrêté
de travailler, eh ben, il va être pas très heureux. En fait. C'est assez noir comme vision. Yeah, well, that's one way of looking at it. I mean, the other way of looking at the, I actually always found the ending of the movie is just exactly the ending of the book. It ends with that meditation that the sheriff has about his father. And that actually is one of the more hopeful passages in Cormac's work, really. This idea that, you know, this dream about his father carrying this light in a horn and him in the middle of a storm, and him knowing that, you know, he was going to catch up with them. I mean, Cormac McCarthy is also very, very interested in pretty much everything he does circles around to ideas about mortality, and this was I think a very sort of poetic and interesting reflection about that at the end of this book. And you know, there were times when we were thinking about whether or not we should give that a visual illustration at the end of the movie, and then we thought, you know, the words are enough. Let him just sit in the chair and say them. I'm glad we did, because it sort of brings back the whole project to its original source, which is language, which is just, you know, Cormac McCarthy's language. And that seemed like an appropriate way with this beautiful passage at the end of him thinking about, and I think it's kind of a hopeful a passage at the end. It's a very beautiful and, in a way, hopeful one, and very different from the rest of the movie. So, yeah. Alors c'est une façon de voir les choses, mais en tout cas cette fin, elle est exactement la même que la fin du livre. C'est donc c'est très beau cette réflexion sur son père. En fait c'est un des passages les plus optimistes et plus remplis d'espoir, hein, de Cormac McCarthy, avec cette histoire de son père qui pense qu'il va réussir à rattraper cette lumière dans la tempête. Et d'une certaine manière, l'œuvre de Cormac McCarthy, elle tourne beaucoup autour de la mortalité. Et cette réflexion poétique qui est à la fin de l'œuvre, du livre, on a pensé en faire une illustration visuelle au départ pour le film, mais on s'est rendu compte que les mots suffisaient, et je suis contente qu'on s'en soit tenu aux mots, parce qu'on en revient à la source de tout, qui est la langue de Cormac McCarthy, et ça permettait vraiment de boucler la boucle avec ce message qui est un message d'espoir et qui tranche un peu avec le reste du film. On va terminer sur cette image du porteur de lumière. Merci Anaïs Duché pour la traduction. Et évidemment, merci Joël.